Est-ce que tu gagnes plus que tu ne dépenses? Si la réponse est non, on s'arrête là et on règle ce problème-là. L'investissement, ça va te rendre riche très lentement. Il n'y a pas de méthode miracle en fait. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une retraite? Non. En fait, le système des retraites français, c'est un Ponzi. Par contre, le livret A, on est sûr à 100% de perdre du pouvoir d'achat. 100 € aujourd'hui n'auront plus la même valeur que 100 € demain. Dis-moi aujourd'hui qui a vendu du Bitcoin sans le regretter quelques années plus tard. Les gens qui disent « Ah, moi je loue, j'ai l'impression de jeter des loyers par la fenêtre », complètement faux. C'est quand Bitcoin à 1 million d'après toi? Je dirais... Salut à tous, merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, on reçoit Mounir de Finari, donc une application qui va vous permettre de suivre votre budget et aussi de la chaîne éponyme Finari qui vous apprend à faire un budget, gérer un budget, etc. Mais on va en parler tout de suite avec lui. Salut Mounir. Salut Benjamin. Comment tu vas? Très bien. Très content d'être là dans ce beau studio. Merci. Nous aussi, on est très contents de te recevoir. Effectivement, ça fait un bout de temps que je voulais faire une interview avec toi pour discuter, pour peut-être dézoomer un peu de la crypto et parler un peu d'investissement en général. Donc, je te propose qu'on commence tout de suite. Mais juste avant, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur Finari? Je crois que vous avez quasiment 450 000 sur l'application Finari, 450 000 investisseurs dessus. Ouais, exactement. On a plus de 450 000 investisseurs, majoritairement en France, qui sont des investisseurs de tout âge, de toute origine sociale. Donc il y a des débutants comme des confirmés, il y a des gens qui ont très peu d'argent, qui commencent leur carrière d'investisseur, il y a des gens qui sont extrêmement riches. Et ce que ces gens ils ont en commun, c'est qu'ils ont décidé de prendre en main leur patrimoine, qu'ils ont besoin d'un outil pour les aider. Et donc on fait 4 choses: suivre ton patrimoine, gérer ton budget, investir en crypto pour l'instant, mais bientôt dans d'autres produits, et s'éduquer. Parce qu'en fait, c'est super important de bien suivre son patrimoine, de faire tous les éléments qu'on vient de dire. Mais si tu comprends pas ce que tu fais, si tu continues pas à te former, tu vas jamais y arriver. Donc l'éducation, c'est vraiment un pilier. Et ça, c'est via la chaîne Finari, mais c'est aussi directement dans l'app. Alors, ça tombe bien qu'on parle d'éducation, parce que c'est ce qu'on va faire là pendant la prochaine heure. Et je te propose qu'on commence directement. Tu as fait un livre. Ouais. On a lu ton livre et on a sorti quelques questions, quelques sujets qui sont dans ton livre. On rappelle à quelles éditions? Aux éditions First, Investir pour être libre. Ok, Investir pour être libre. On n'a pas le livre, mais on vous le met en description, bien entendu, le lien sur Amazon partout. Partout, toutes les librairies, en ligne, hors ligne. Parfait. Mounir, on va commencer directement avec comment analyser et constituer un patrimoine aujourd'hui. Donc on a des petites questions. Déjà, aujourd'hui, quand tu as quelqu'un qui vient te voir, j'imagine qu'on doit beaucoup venir te voir entre ta chaîne YouTube et Finari, on te dit, voilà Mounir, j'ai envie de commencer à faire attention à mon argent, à prévoir pour demain. C'est quoi la réponse que tu leur donnes? Déjà, je leur demande ce qu'ils veulent faire. C'est quoi l'objectif de tout ça? Et généralement, ce que j'entends, c'est j'ai envie d'être indépendant financièrement. Il y a plein de définitions, mais en gros, c'est je veux continuer à travailler, mais à mon rythme, et je veux faire surtout ce que j'aime. Je veux pas que l'argent, ça soit un sujet. Et donc, je leur dis, pas de souci. Tu vas pouvoir mettre en place un plan qui va te permettre d'atteindre ça. Et c'est le but du livre, mais en réalité, on peut le dérouler aussi soi-même. Il y a une image que j'aime bien, c'est l'image de la pyramide patrimoniale. Tu vois, je ne suis pas Illuminati, mais c'est important d'avoir une petite pyramide. Et donc, c'est comme ça qu'on constitue un patrimoine, c'est en partant de la pyramide et en commençant en bas, avec le socle. La première chose à faire, c'est est-ce que tu gagnes plus que tu ne dépenses? Si la réponse est non, on s'arrête là et on règle ce problème-là. Il va falloir réduire les dépenses ou augmenter le salaire. C'est facile à dire, c'est beaucoup plus difficile à faire, évidemment. Si tu as la chance de plus gagner que tu ne dépenses, c'est parti, tu peux commencer à constituer ta pyramide. Le premier étage, le socle, c'est le matelas de sécurité. Et donc là, on va dire, tu vas avoir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes, donc ton loyer, les courses, etc. Tu vois, aussi les voyages. Tu pars en vacances une fois par an, mais ça, tu prends la dépense annuelle et tu la divises par 12 et ça te fait la dépense mensuelle. Et donc, 3 à 6 mois de dépenses sur un support, sur un livret très sûr. Et donc, typiquement, le livret A est idéal. Ça, c'est ton socle. Une fois que tu l'as constitué, là, tu vas vraiment commencer à investir dans des supports qui vont te rapporter de l'argent, pas juste des supports qui vont protéger ton pouvoir d'achat. Là, les 2 moteurs, en gros, les 3 moteurs, on va dire, c'est la bourse, l'immobilier, et au-delà, après, la crypto. Et enfin, la pointe de la pyramide, c'est tous les actifs alternatifs. Tu peux mettre les cartes Pokémon dedans, les voitures de collection, les montres, tout. Mais en gros, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu as un matelas de sécurité, si tu as bien fait la bourse, si tu as bien fait l'immobilier, si tu as fait un peu de crypto, franchement, tu peux t'arrêter là. Tu as déjà tout fait, tu vois. Et mathématiquement, je peux démontrer assez facilement que tout le monde peut y arriver et tout le monde peut se constituer un patrimoine qui est très conséquent, même en ayant un petit salaire actuellement et une petite capacité à épargner. Alors, première question, on va imaginer, je gagne 1 500 € net par mois à la fin. J'ai des dépenses à
pour vivre le coût de ma vie, il me reste un 200 ou un 300 euros par mois. Ouais. Comment tu vas dire à quelqu'un, il faut mettre de côté, quand on est très serré comme ça, c'est quoi les réponses? Parce qu'il y a des gens qui réussissent, qui ont de la chance, effectivement, où là, bien sûr, le delta entre les deux est plus élevé. Ouais. Mais quand c'est serré comme ça. Déjà, peut-être pour prendre un peu de recul, l'investissement, ça va te rendre riche très lentement. Okay. Et il y aura ce qu'on appelle de la variance, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ta performance sera pas terrible, il y a des moments où ta performance sera très bonne. Mais sur le long terme, ça va être bon si tu fais les bons choix. Et on va voir les bons choix. La réalité, c'est que si tu veux vraiment devenir riche, il faut entreprendre. Il faut que tu sois propriétaire, il faut que ce soit ta boîte, ou alors que tu bosses dans une boîte dont tu détiens une partie du capital. Ça peut être des stock options, des BSPCE, ça peut être tout ce que tu veux. L'épargne salariale aussi, c'est une façon de détenir des actions. Si tu n'es pas actionnaire de la boîte dans laquelle tu bosses, tu vendras toujours ton temps. Or, ce que tu veux, toi, tu veux du capital pour être payé pour toucher des dividendes et aussi pour profiter de l'appréciation du prix départ. Maintenant, si tu as 200 euros par mois à épargner, donc 300 euros par mois sur tes 1500 euros, mais en fait, c'est les 300 euros par rapport aux 1500 euros, c'est ton taux d'épargne. C'est 20% là, non, si c'est 300 euros, c'est vraiment beaucoup. Un Français moyen, ça épargne 17%. Donc on est très bon, on est champion d'Europe de l'épargne. Okay. Mais on ne sait pas investir. Ça, c'est le problème. Donc on est premier de la classe sur l'épargne, on est les cancres pour les investissements. Donc toi, tu es à 20%. Qu'est-ce que tu vas faire? Question 1, c'est est-ce que tu as déjà ton matelas de sécurité? Si tu n'en as pas, quel est ton rapport au risque? Est-ce que tu es quelqu'un qui est plutôt stressé à l'idée de manquer? Ou alors, franchement, tu t'en fiches complètement? Dans ce cas-là, tu peux aussi descendre. Si tu t'en fiches, tu peux descendre à un matelas de 1 mois. Typiquement, en France, on a un filet de sécurité qui est quand même très solide. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte quand on est en France, mais quand on va à l'étranger et qu'on dit aux gens... On a beaucoup de chance en France là-dessus. Exactement. Ça a un coût. On va voir que ce n'est pas gratuit, on le paye tous les jours. Mais c'est un filet qui est très solide. Donc... T'as pas besoin d'un matelas de sécurité qui est énorme. Mais il faut quand même qu'il soit assez épais pour que la nuit, tu dors. En gros, c'est ça le principe du matelas. C'est tu dors tranquille. Tu dors sur tes 2 oreilles. La bourse américaine perd 50%. T'es pas en train de te demander comment tu vas acheter. Voilà. Non, tu te poses pas cette question. Mais ces 200 euros-là, ou ces 300 euros-là, tu vas pouvoir les mettre au travail. Et la réalité, c'est que le plus important, c'est pas vraiment le montant que tu investis, c'est vraiment le taux que tu investis. Donc, c'est le taux d'épargne. Et l'autre avantage que tu as quand tu es jeune, généralement, tu n'as pas beaucoup d'argent. Mais tu as une autre source. Tu as du temps. Tu as du temps devant toi. Tu as des années devant toi. En France, il faut travailler 43 ans avant la retraite. 43 ans d'années pleines, tu vois. Si tu épargnes, tu signes ton premier contrat, tu épargnes 1 000 euros le jour où tu signes ton premier contrat. Tu avais mamie qui t'a donné 1 000 euros, hop, tu les mets. De côté. Tu les investis et tu vas les investir dans la bourse américaine. Tu les fais travailler. C'est pas du livret A, c'est pas du matelas. C'est pas du matelas, c'est vraiment tu les mets au travail. Tu vas investir sur le S&P 500. On peut détailler ce que c'est. C'est les 500 plus grosses entreprises américaines. C'est l'espèce de playlist c'est les hits, tu vois. C'est les 500 plus grosses boîtes. Il y a Nvidia, Meta, Tesla, ils sont tous là-dedans. Bientôt MicroStrategy. Bientôt MicroStrategy peut-être, tu vois. On espère. Donc, tu places tes 1 000 euros sur le S&P 500 et il y a des instruments qui permettent de le faire très facilement. Et ensuite, tous les mois, durant ces 43 ans, tu vas venir épargner 100 euros. 100 euros, c'est très peu. Enfin, c'est très peu. 100 euros, c'est accessible en tout cas. Bien sûr. Au bout des 43 ans, tu auras statistiquement un peu plus de 1,1 million d'euros. Tu as à peu près 1,2 million d'euros. Sur combien investis? Sur 78 000 euros investis. Donc, tu as investi 78 000. Et à la fin, donc, ça, c'est ton capital que tu as vraiment investi de ta poche. Et en fait, c'est les intérêts composés qui ont fait le travail. Et c'est surtout la performance historique de la bourse. La bourse américaine, sur les 100 dernières années, c'est 10% par an. Beaucoup mieux que les assurances vie, etc. Exactement, 10% par an. Le livret A, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le livret A, pourquoi on l'utilise pour notre matelas de sécurité? Parce qu'on est sûr de pouvoir récupérer l'argent. On ne va jamais perdre de capital parce que c'est garanti par l'État. Par contre, le livret A, on est sûr à 100% de perdre du pouvoir d'achat. 100 euros aujourd'hui n'auront plus la même valeur que 100 euros demain. Avec 100 euros en 2024, je vais pouvoir acheter un certain nombre de choses. En 2030, je pourrai acheter beaucoup moins parce qu'il y aura eu quelque chose qui s'appelle l'inflation. Je pense qu'on en parle beaucoup en crypto aussi avec les politiques monétaires de Bitcoin, etc. Énormément. On en parle tout le temps. En parlant d'inflation, j'en profite, mais si vous avez regardé notre interview avec Alexandre Satchenko, on fait quasiment 2 heures de monnaie et d'inflation, même pas parler de Bitcoin. Très intéressante. Un peu longue, mais très intéressante. Mais tu vois, ce qui est génial avec la crypto, c'est qu'on a compris qu'en fait, les banques centrales avaient un rôle clé, que l'émission de la monnaie, c'était quelque chose qui était stratégique. Et l'inflation, je pense qu'on l'a tous senti personnellement parce que quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la facture d'électricité, elle a explosé. Et là, on s'est dit, ah ouais, c'est réel. Ça existe. Ça existe vraiment et ça fait très mal au porte-monnaie. Donc c'est ça l'inflation. Donc en fait, le livret A, c'est un support. Historiquement, le taux, en fait, il est capé à
50% de l'inflation annuelle. C'est-à-dire que quand l'inflation, c'est 3%, le livret A, il est à 1,5%. 1,50. Là, en ce moment, il est à 3%, mais le taux va baisser parce que l'inflation, elle est aussi en train de baisser. Donc, on perdra toujours du pouvoir d'achat avec. Mais c'est pas grave, l'idée, c'est que ce soit le matelas. Et donc, pour revenir à ton exemple, si tu investis dans la bourse américaine sur 43 ans, tu deviens millionnaire. Et on va me dire, oui, mais c'est brut, avant impôt. Oui, mais en fait, tu peux le faire via ton PEA, une enveloppe fiscale avantageuse, en gros, et tu paieras que 17%. D'intérêt, pas les 30. Ouais, exactement. Donc, tu ne paieras pas la flat tax. Donc, c'est quand même énorme. Et ça, c'est dans un cas qui est en fait assez conservateur, parce que la réalité, c'est que dans 20 ans, tu pourras investir plus que 100 euros par mois. Ton pouvoir d'achat va augmenter, tu vois. Donc, imagine, c'est exponentiel, en fait. Et donc, vu que tu as toutes ces années devant toi, il faut commencer tôt. Donc, si vous avez 18 ans, moi, j'aimerais, tu vois, revenir en arrière et dire à mon moi de quand j'avais 18 ans, Beaucoup. parce que mes parents ne l'ont pas fait, tu vois, et je leur en veux pas, parce qu'eux-mêmes ne savaient pas. Mais quand je vois des jeunes qui me disent, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je m'y mets, franchement, C'est un plaisir. c'est un plaisir parce que ils vont y arriver. C'est énorme. Chaque année, elle fait une différence énorme. Et on dit souvent la stat. Warren Buffett, je crois qu'il a fait, c'est combien? Il a fait 90% de sa fortune après 50 ans. Oui. Et ça, c'est les intérêts composés, en fait. C'est quand tu fais 10% sur 100 millions, bah, tu viens de gagner 10 millions. Quand tu fais 10% sur 1000 euros, bah, super, tu as gagné 100 euros. Tu vois, donc Mais quand ça monte, et surtout les intérêts composés, c'est aussi le fait que tous les mois, tu as de la rigueur, tu remets au pot. etc. Tu remets au pot. Donc tu augmentes la taille du gâteau et tu gagnes des intérêts sur le gâteau. Donc tu as une part de gâteau qui est générée grâce à ton gâteau, tu la remets dedans. Et tac, ça fait des gâteaux. Ça fait des gâteaux et à la fin, voilà. Effectivement, très important, je le rappelle, les intérêts composés, on en parle assez souvent. Donc là, la technique que tu as utilisée, c'est du DCA. C'est du DCA, ouais. C'est ça. On en parle énormément. Investissement programmé. Investissement programmé, on investit, on n'y pense pas. Investir dans la pierre, il n'y a rien de mieux. C'est une phrase qu'on a tous entendue plein de fois, partout. Notre famille, nos proches, nos amis, nos grands-mères, tout le monde nous en parle tout le temps. Alors, c'est plutôt vrai, c'est un bon moyen de se diversifier et d'avoir des revenus passifs. Mais pas si passifs que ça. Il faut gérer les fuites d'eau, trouver des locataires, éviter ceux qui ne payent pas. En fait, on se retrouve rapidement avec un nouveau boulot à temps plein. Et c'est là que Realty arrive dans le game. En gros, Realty va tout simplement acheter un immeuble ou une maison. Elle va créer une société qui détient et gère entièrement le bien. La société est ensuite tokenisée et les investisseurs achètent des parts de celle-ci. Alors, tout ça est en fait sur la blockchain, tout est traçable et les parts sont accessibles à partir de 50 €, ce qui est assez pratique parce qu'en général, pour acheter un appartement aujourd'hui, tu es obligé d'envoyer un 20 000 € et avoir un crédit, etc. Là, à partir de 50 € directement, tu peux investir, pas besoin d'être millionnaire. Et le mieux, c'est que le lundi, en fait, c'est le jour de paye. Donc les revenus locatifs arrivent directement sur ton wallet en USDC. Et d'un coup, comme ça, on est devenu un investisseur immobilier sans avoir eu à pousser la porte d'une banque ou de gérer quoi que ce soit. Tout est géré directement en ligne. En tout cas, on est toujours super fiers d'avoir Realty en sponsor et on les remercie donc chaleureusement comme d'habitude. Vous avez tous les liens en description pour commencer ou récupérer votre airdrop avec Realty. On se dit à lundi pour récupérer les premiers loyers et tout de suite, on revient à la vidéo. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un? Donc là, on est sur une chaîne crypto, qu'on se le dise, le Crypto Daily. Quelqu'un qui dit ouais, je fais déjà ça, mais sur Bitcoin. J'ai envie de lui dire, j'ai fait comme toi. Donc je connais bien. D'ailleurs, sur Finari, on a lancé un produit de DCA crypto. Donc tu vois, c'est vraiment directement depuis l'application. Depuis l'application, ouais. Tu peux faire du DCA et tu peux faire aussi du spot. Tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu peux faire du yield. Mais aujourd'hui, ce que les gens aiment le plus, c'est le DCA parce que c'est hyper simple, très peu de frais, etc. Donc c'est compréhensible, mais revenons à l'image de la pyramide. En fait, c'est comme si tu avais commencé ta pyramide un peu plus haut. Donc, c'est pas grave. C'est juste que, en termes de risque, il faut bien avoir conscience que la crypto, c'est pas le même risque que la bourse américaine. Ouais, et qui elle-même n'a pas le même risque qu'un livret A. Donc, il n'y a pas de problème. Mais aie conscience du risque. Hier, tu vois, littéralement, j'étais à un événement à Station F qui était excellent, Paris Creators Week. Très bon événement. Et quelqu'un m'a dit exactement ça. J'ai commencé par la crypto. Je me suis rendu compte que c'était quand même hyper volatile, etc. Alors, j'ai bien gagné ma vie. Maintenant, du coup, je reviens à l'étage d'en dessous. Donc, je vais dire, c'est pas grave. Au moins, tu as mis le pied dedans. Et aujourd'hui, il y a plus de... Quand on regarde les statistiques de l'autorité des marchés financiers, l'AMF, les jeunes investisseurs investissent plus en crypto qu'en bourse. Donc, c'est énorme, tu vois. Donc, si ça met le pied à l'étrier, let's go, très bien. Mais après, effectivement, il faut avoir conscience que c'est plus volatile. Là, on est dans un bull market, génial. Moi, j'ai déjà vécu des courts bear market où tu perds beaucoup, très vite. Ça fait très mal quand on est allé à 20 000 et qu'on est redescendu à 3 000. Pendant le Covid. C'était hyper violentissime, tu vois. Donc, faut juste avoir conscience que c'est possible et donc pas tout mélanger. Mais franchement, si ça donne l'habitude d'investir, génial, trop bien. On parle de l'événement rapidement, ça me fait penser à une question que j'ai posée à plein de gens hier et que je vais te poser, même si je pense que j'ai la réponse. Bitcoin à 100 000, t'en achètes ou pas? J'en achète toutes les semaines depuis que j'ai lancé le produit Crypto Finari. J'ai mis mes stats sur mon X et je crois que j'ai fait x2 là. Donc j'ai fait un DCA, 50 € Bitcoin, 50 € Ethereum toutes les semaines depuis juillet 2023.
3. Ok. Donc, tu vois, le x2 en faisant rien, encore une fois. J'ai pas timé le marché, j'ai acheté quand ça a pumpé et j'ai acheté quand c'était à 100 000. J'ai aucun problème avec ça. Pour moi, Bitcoin, c'est un peu... On a un peu la croisée des chemins. C'est soit ça vaut 1 million, soit ça vaut 0. Question. Est-ce que Bitcoin à 1 million, c'est déconnant ou pas? Non, c'est pas déconnant parce qu'en fait, si tu tires, tu vois, il faut revenir aux, comme dirait, fondamentaux de... Exactement, et même les first principles, comme on aime bien dire. Fondamentalement, Bitcoin, c'est quoi? C'est un hedge, c'est une protection contre les monnaies fiat. C'est quoi la valeur refuge la plus connue? C'est l'or. Donc si tu prends la capille boursière de l'or et tu la compares à celle du Bitcoin, tu te rends compte qu'en gros, c'est à peu près 9,5 fois plus. L'or vaut 9,5 fois plus que le Bitcoin actuellement. Donc en fait, ça t'emmène à un Bitcoin à 950 000 $. Est-ce que c'est déconnant du coup? Non, parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple d'acheter du Bitcoin, c'est beaucoup plus simple de le stocker, c'est beaucoup plus simple de l'envoyer, c'est beaucoup plus simple aussi, même pour les États en réalité, à tracer. C'est quand même la blockchain, tu vois, on dit toujours c'est la monnaie de la drogue, mais c'est la pire monnaie pour vendre de la drogue, littéralement tout est tracé. Donc, Bitcoin à 1 million, oui, moi j'y crois et je vendrai pas de Bitcoin avant 1 million. À quel horizon? Franchement, j'en sais rien. On s'éloigne un peu, mais je veux continuer de creuser là-dedans. Bitcoin flip l'or, tu vends du Bitcoin? Bonne question. La vraie, je vais te dire, je suis en train aussi d'acheter de l'or. Ok. J'achète de l'or sous forme papier, mais plus pour hedger une partie de mon portefeuille boursier. Okay. C'est-à-dire que, stricto sensu, c'est comme si tu achètes du Bitcoin. Il y a plein de gens qui me demandent est-ce qu'il faut acheter l'ETF Bitcoin? Parce qu'il l'année prochaine, BlackRock l'a annoncé, il va sortir aussi en Europe, format UCITS, donc tu pourras le mettre dans ton compte titre. Dans un PEA, ça? Dans un PEA, tu peux pas, parce que tu peux que mettre des actions. Okay. Par contre, je leur dis, mais pourquoi vous voulez acheter la copie? Achetez l'original. L'or, normalement, le mieux pour investir dans l'or, c'est d'acheter des pièces, parce que les pièces, c'est hyper liquide, ça vaut 200-300 € la pièce, tu vois. Plutôt que des lingots, tout le monde pense aux lingots, mais en fait, un lingot d'1 kilo d'or, c'est un enfer à vendre. Tu as des primes pour les vendre, tu dois les déclarer. Tu as des taxes de fou, et tu as effectivement des spreads énormes entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc, c'est pas terrible. Par contre, l'or papier, en gros, tu as deux façons de t'exposer à l'or papier. Tu peux soit acheter des valeurs orifères, des mineurs, en gros, soit tu achètes carrément des ETF, des ETC. Indexé sur l'or. Indexé sur l'or. Et donc, par exemple, il y a Bullion, tu vois, de SPDR qui est assez connu. Et donc, eux, en fait, ils émettent des parts et ils achètent de l'or physique qu'ils stockent dans les coffres. Donc, paradoxalement, je suis en train d'acheter de l'or pour me hedger sur une petite partie. Mais je pense que si Bitcoin... En fait, moi, la question que je me pose toujours, c'est quoi le coût d'opportunité de rester dans Bitcoin? Donc, est-ce que je pense que l'or va surperformer le Bitcoin sur le long terme? Non. Est-ce que... Ça, c'est la deuxième question que tout le monde doit se poser. Et c'est pour ça que le prix actuel, il n'est pas très important, en fait. La réalité, c'est t'as combien de Bitcoin? C'est si... Un Bitcoin à 1 million, pour toi, ça représente une somme tellement énorme que ça te permet de réaliser tous tes rêves. Bien sûr, il faut vendre. C'est pas grave, tu vois. C'est peut-être que ça ira à 1 milliard, j'en sais rien. Mais vends, profite, achète-toi un yacht, j'en sais rien. Refais un DCA derrière. Voilà, refais un DCA, exactement. Mais pour moi, c'est pas déconnant de vendre si ça permet de réaliser quelque chose. Mais honnêtement, tant que j'ai rien d'autre de mieux à faire de cet argent, je pense que je ne vendrai jamais. Et plus j'avance, plus je me dis... J'ai vendu du Bitcoin, tu vois, par le passé. Je ne referai pas la même erreur avant très très longtemps parce que, dis-moi, aujourd'hui, qui a vendu du Bitcoin sans le regretter quelques années plus tard? Quasiment personne, sauf ceux qui ont gagné des sommes tellement énormes que voilà, ça valait le coup. Et qui ont permis derrière peut-être de refaire des choses encore plus incroyables. Exactement, parce qu'il n'y a quand même pas, tu vois, là, on parle beaucoup de placements, performances, etc. La réalité, c'est l'argent, c'est un moyen. Moi, je ne suis pas du tout intéressé en réalité par l'argent, je suis plutôt intéressé par ce que ça me permet de faire. C'est pas une fin en soi. Non, c'est pas une fin. Ça permet de faire des choses. C'est pas une fin. Et tu vois, je crois souvent des entrepreneurs qui me demandent quelle est ma motivation intrinsèque. Si ma motivation intrinsèque c'était l'argent, franchement, j'aurais abandonné parce que c'est trop dur. C'est trop dur, tu vois. Il y a trop d'obstacles. Ma motivation intrinsèque, c'est d'aider les gens à investir, et donc de faire tomber les barrières qui empêchent aujourd'hui plein de Français de passer à l'action. Et bientôt des gens dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment motivant parce que du coup, quand tu vois, quand je me balade dans la rue, les gens m'arrêtent. Alors, ne m'arrêtez pas quand je suis avec ma mamie, s'il vous plaît, ou avec ma maman. C'est un peu bizarre. C'est compréhensif. Mais sinon, arrêtez-moi avec grand plaisir par ailleurs. Là, quelqu'un te dit, grâce à toi, je suis passé à l'action, grâce à toi, j'ai viré mon banquier, j'ai pris mes choses en... Ouais, ça fait plaisir parce que tu dis, en fait, tu travailles pour quelque chose. Et c'est ça l'impact. Et les gens te le rendent très bien, tu vois. Ils achètent ton produit. Ils parlent de toi et ça c'est la meilleure pub. Donc c'est vrai que la mission pub, tu vois, la meilleure pub c'était toi tu as plus confiance en tes amis pour un produit qui regarde la télé, tu vois un panneau publicitaire dans le métro, tu vas pas acheter le produit, tu vas déjà regarder sur internet ce que les gens disent et si tes amis te disent aussi que c'est bien, là tu sais que tu vas le faire. Là tu vas le faire, ouais. OK, on va retourner sur le bas de la pyramide. Ouais. On a fait notre livret notre matelas. Notre matelas, on dort bien. C'est ça. Maintenant, l'immobilier pour commencer, ça coûte cher. Tu vas dire vraiment aux gens
qui commencent à avoir un revenu stable, 4 000, 5 000 euros par mois, ils sont cadres, etc. Ils te disent S&P, immobilier. Pareil, sur un projet long terme pour être tranquille plus tard. L'immobilier, c'est compliqué. Tu vois, l'immobilier, c'est compliqué, mais c'est un actif qui est intéressant dans un patrimoine. Déjà, la première question philosophique à te poser, c'est est-ce que tu veux être propriétaire de ta résidence principale? Oui ou non? Il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est celle que, tu vois, c'est celle que te dit ta petite voix. Moi, je ne suis pas propriétaire de ma résidence principale, ça ne m'intéresse pas. Okay, donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma capacité d'emprunt, celle qui me permet de faire un crédit à la banque, tu vois, bah, je ne l'utilise pas pour ça, mais je l'utilise pour faire de l'immobilier locatif. Ok. Le truc, c'est que si tu achètes ton appartement, tu vas faire quoi? Tu vas acheter l'appartement dont tu rêves, ou le maxi, tu vas acheter le plus gros appartement possible. Une fois que tu l'as acheté, tu vas évidemment le meubler de la façon la plus agréable, le rénover peut-être. Donc, tu vas maximiser ta capacité d'emprunt. Donc, tu ne pourras plus emprunter derrière. T'es bloqué. T'es bloqué. Tu pourras, sauf si ton salaire augmente. Mais bon, c'est assez difficile. Hein. La capacité d'emprunt, le calcul est hyper simple, c'est 35% de ton reste à vivre. Donc, en gros, c'est 35% de ton salaire. Ce qu'il faut retenir. 35% de ton salaire. Okay. De ton salaire. Si tu achètes ta résidence principale, c'est quand même... impactant. C'est pas grand-chose. Tu vois, il faut vraiment gagner beaucoup d'argent pour pouvoir beaucoup s'endetter. Il y a des moyens de t'endetter au-delà de ça. Et on pourra en reparler avec des sociétés et tout. Mais de base, la majorité des gens vont être bloqués à ça. Donc, une fois que tu as acheté ta résidence principale, bah, tu es tanké. Donc, mais si c'est ce qui te plaît... Si tu as envie d'avoir un toit sur toi, etc. Vas-y. Les gens qui disent « Ah, moi, je loue, j'ai l'impression de jeter des loyers par la fenêtre », complètement faux. Okay. C'est complètement faux. Pourquoi? Tu achètes un appartement demain. Qu'est-ce qui va se passer? Tu achètes un appartement à 1 million d'euros. C'est un exemple extrême. 1 million d'euros, tu signes le papier, tu vas payer ce qu'on appelle les frais de notaire. Les frais de notaire, arnaque du siècle. 85% des frais de notaire, c'est des impôts qui vont directement à l'État. Donc en fait, tout le monde se dit « Ah, les notaires, ils se gavent. » Ouais, peut-être qu'ils se gavent. Je pense qu'ils vivent bien, les notaires. Mais en fait, c'est l'État qui a maquillé un impôt là-dedans. Et d'ailleurs, fun fact, là, le budget qui devait être voté par le Parlement, qui vient de sauter, devait augmenter les frais de notaire de 11%. Mais pas les frais pour les notaires. Il devait augmenter la part d'impôt dans les frais de notaire. Donc en gros, tu allais encore augmenter la pression. Donc concrètement, tu achètes ton appartement à 1 million d'euros, tu signes le papier, tu es chez le notaire d'ailleurs, et là, bam, tu as tout de suite 80 000 euros qui partent à la poubelle. Tu les reverras jamais. Ceux-là, en plus, tu dois les financer de ta poche. Alors, tu peux éventuellement les faire financer par ta banque, mais c'est vraiment rare. Okay. Les banques n'aiment pas prêter et prêtent quasiment plus pour financer les frais de notaire. Elles prêtent pour acheter le bien. Donc, 80 000 euros. Imagine, et maintenant tu mets ça en comparaison avec tes loyers et tu te dis combien de temps j'aurais pu vivre dans mon appartement avec 80 000 euros. Avec 80 000 euros. Et l'argent que je peux épargner tous les mois qui maintenant part dans le remboursement de mon emprunt, bah, je l'ai investi en bourse à 10% par an. Et donc, en fait, c'est ça le coût d'opportunité. Donc, tout le monde se dit je jette un loyer par la fenêtre. Moi aussi, ça me fait chier de jeter un loyer par la fenêtre, tu vois. Mais en réalité, il revient par la porte d'entrée parce que ça te libère d'autres choses, tu vois. Donc, moi, ce que je fais, c'est résidence principale, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, on voit sur Finari, il y a de moins en moins de gens qui achètent leur résidence principale parce que déjà, ils ne peuvent pas, franchement. Tu vois, c'est lunaire. Quelqu'un à Paris, souvent, s'il loue un appartement, il veut acheter le même appartement, il ne peut pas. Du coup, il est obligé d'acheter plus petit. Il se retrouve dans un endroit moins sympa. Moins sympa, et il est endetté à fond et il ne peut plus emprunter. C'est lunaire, en fait. Tu vois, c'est n'importe quoi. Tu te bloques, en fait. Tu te bloques. Tu te bloques. Et le futur est un peu compliqué. Je vais juste mettre un petit twist. D'ailleurs, c'est un truc que j'explique dans le livre qui est vraiment important. C'est si tu vis dans une ville où la rentabilité locative est excellente. C'est quoi la rentabilité? La rentabilité locative, en gros, c'est le ratio entre les loyers que tu perçois et le prix d'achat de ton bien. Donc, on va dire si c'est 10%, tu vois. C'est-à-dire que tu touches 10 000 euros de loyer par an et le bien vaut 100 000 euros. Ça, c'est une très bonne rentabilité locative. Si tu peux avoir ça, génial. Dans les villes où la rentabilité locative est très élevée, par exemple Roubaix, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, eh bien, c'est des villes où généralement c'est intéressant d'acheter. Parce que ça veut dire que les prix d'immo sont encore assez bas, concrètement. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, ça peut valoir le coup d'acheter votre résidence principale parce que vous ferez probablement un bon coup avec ça. Dans la plupart des cas, tu vois, la rentabilité locative à Paris, c'est 2,5%, 3%. C'est nul. C'est un peu plus long. Hyper cher. C'est beaucoup trop cher. Si tu n'achètes pas ta résidence principale, tu peux acheter des biens locatifs. Moi, c'est ce que je fais. Pourquoi c'est intéressant un bien locatif? Parce que tu mets un apport, on va dire 10 000 euros. La banque te prête 100 000 euros. Tu achètes un appart à 110 000 euros. Okay, tu as fait un levier. Tu as fait un levier de x10, tu vois. C'est quand même intéressant. Sauf que la mensualité, c'est pas toi qui vas la rembourser. C'est ton locataire. En plus, vu que tu vas le louer en meublé, tu vas bénéficier de tout un tas d'avantages fiscaux. Tu vas pouvoir louer plus cher. En même temps, c'est normal, tu rends un service. La personne arrive, elle pose ses valises, elle a un appartement qui est nickel. Il y a même les fourchettes et les cuillères, tu vois, dans le truc. Donc, elle paye plus cher. Toi, t'encaisses ça. Tu peux ne pas payer d'impôts.
avec un régime qui s'appelle le LMNP, Ok. location meublée non professionnelle. C'est un régime, moi j'investis depuis 6 ans en LMNP. Depuis 6 ans, chaque année on me dit que ça va disparaître. Bon, c'est encore là. Ça continue. Donc ça disparaîtra un jour, mais ça va mettre très longtemps. Et donc moi, tant que ça n'a pas disparu, je vois pas pourquoi je planifierais pour ce qui existe encore aujourd'hui. Donc tu vois, j'anticipe pas le truc. Et en plus, c'est pas toi qui payes ton crédit. C'est le locataire. C'est les locataires si tu fais une Donc coloc. tu peux réemprunter, remultiplier et Alors, peut-être même mettre le bien en collatéral. Ouais, alors ça, c'était en fait ce que tu décris avant était possible. Ok. Enfin, ce que tu décris était possible avant, ça ne l'est plus maintenant pour des raisons un peu, un peu sombres, mais c'est pas très grave. Donc malheureusement, c'est de moins en moins possible. Par contre, ce que les banques font, c'est qu'elles ont le droit de faire des exceptions sur la règle des 35%, ça dépend des banques, mais en gros 25% des dossiers. C'est-à-dire que 75% des dossiers, le dossier arrive sur la table du banquier, la première question qu'il va regarder, c'est quoi la capacité d'emprunt de la personne, elle veut combien, si c'est plus que sa capacité, c'est non. 25% des dossiers ou 20% des dossiers, qui sont des dossiers un peu exceptionnels, des clients qui ont du potentiel, des clients qui ont par exemple beaucoup de liquidités ou qu'on connaît tout simplement, tu vois. Okay. Eux, on va leur faire une exception. Et donc typiquement, une vraie chose à faire, c'est de construire une relation avec un banquier. Et là, le petit hack, c'est d'aller chez le banquier en fait en région dans une banque mutualiste. Donc c'est pas d'aller en gros à la BNP ou à la SOG, mais c'est d'aller au Crédit Mutuel, c'est d'aller au CIC. Parce que là, le directeur d'agence, il a un vrai pouvoir. C'est lui qui décide du dossier. Il n'est pas obligé de le remonter à la centrale, à part si ça dépasse un certain montant. Donc c'est lui qui peut te signer le crédit. Donc s'il voit que tu as fait un bien, 2 biens, il va se dire, mais attends Benjamin, il sait faire de l'immobilier. Donc même si sa capacité d'emprunt, elle est un peu au max, et tout. ok. Et en plus, tu peux faire des gestes, tu peux dire, bon allez, j'ouvre une assurance vie chez vous, je vous achète des produits qui sont pas terribles, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, je mets un peu et j'obtiens le crédit. Bien sûr. Le crédit, c'est une façon pour les banques d'attirer des clients. Tu vois, c'est un des rares moments où tu changes de banque, c'est au moment du crédit. En tout cas, c'était le cas avant. C'est peut-être un peu moins vrai maintenant parce que tu ouvres des comptes en ligne dans une néobanque. Mais en gros, tu peux même avoir des prêts sur des néobanques maintenant. Tu peux avoir des prêts sur des néobanques et tu peux même avoir sur des néobanques des prêts qui utilisent tes actifs en collatéral, un peu comme ce qu'on voit en DeFi en réalité sur AAV, tu vois. Bah ça, tu peux le faire, ça s'appelle un crédit lombard. En réalité, la DeFi n'a pas inventé ça, elle a juste démocratisé ça en le faisant de façon beaucoup plus smart. Et enlever les intermédiaires un petit peu. Exact, en enlevant complètement les intermédiaires et surtout en faisant un scoring hyper logique. Par contre, souvent, tu es surcollatéralisé. Donc, c'est quand même moins intéressant que... Mais donc, ça, c'est les deux choix. Tu vois, résidence principale, immo locatif. Maintenant, tu dis, attends, moi, j'ai envie de faire de l'immo. Mais franchement, les locataires, les fuites d'eau, les locataires qui ne payent pas, tu vois. C'est vrai que ça, il faut qu'on en parle. Les squats, les trucs. Ça, c'est un vrai problème. En France, c'est un énorme problème. En fait, en France, on protège énormément le locataire. Et on ne protège pas le propriétaire parce qu'on se dit, le propriétaire, c'est un riche. Il a de l'argent. Sauf qu'en fait, le propriétaire qui fait de l'immobilier locatif... Alors oui, il y a des gens qui ont 150 biens et tant mieux pour eux. Mais surtout, c'est des gens qui ont un bien ou 2 biens. La plupart. Et donc, si le locataire, il paye pas, la banque, ils vont pas dire « Ah bah ça va, on vous fait une petite exception ». Non, c'est toi qui vas devoir raquer. Et tu ne peux pas sortir le locataire parce qu'il y a la trêve hivernale, parce qu'il y a des délais, des recours, des machins. C'est interminable. Donc ça, c'est scandaleux. Donc ça, c'est un vrai risque. Tu peux ne pas vouloir gérer ça. Moi, je l'ai aussi expliqué sur X, j'ai eu plein de soucis, des fuites d'eau, des mecs qui payent pas. J'ai eu un immeuble qui allait s'effondrer, j'ai eu le syndic qui faisait pas son travail. Un immeuble qui allait s'effondrer quand même. Ouais, c'est lunaire. Okay. C'est lunaire. Et ça, tu vois, c'est assez marrant. J'aime bien en parler aux investisseurs locatifs et leur demander s'ils ont eu des embrouilles. Et en fait, tu vois tout de suite ceux qui ont de l'expérience, ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont de l'expérience, ils vont dire, mais t'en auras plein des emmerdes comme ça, parce que moi, j'en ai eu plein aussi. Ceux qui viennent de débuter, ils disent, non, j'ai eu de la chance. Moi aussi, j'ai eu de la chance jusqu'au jour où j'ai eu de la malchance. Ouais, bah écoute, je te le souhaite. Mais tu vas voir, quand tu commences à multiplier bien, tu as des problèmes. Et donc, tu peux dire, l'immobilier, j'aime bien. Mais franchement, j'ai pas envie de gérer, ça me prend la tête. Donc là, il y a une autre façon de faire l'immobilier qui sont les SCPI. Okay. En réalité, il y a 2 autres façons. Il y a l'immobilier coté en bourse, mais ça s'appelle les REIT ou les SICAV, les foncières. Bon, c'est pas très important. On va le laisser de côté parce que c'est plutôt de la bourse en réalité. Okay. Mais tu peux aussi acheter des SCPI qui sont des fonds. Et en gros, tu vas donner de l'argent à un gérant. Par exemple, il y a Remake, Iroko, Quorum, il y en a plein. Et donc, ce gérant va acheter des biens professionnels. Donc souvent, il va acheter des entrepôts, des bureaux, des magasins, des surfaces que tu pourrais pas acheter ou que moi, je pourrais pas acheter, tu vois. Et il va les louer à des entreprises, pas à des particuliers. Il y a des SCPI qui font des logements pour les particuliers, mais c'est la minorité. Et c'est toujours le même problème, j'imagine aussi. Les particuliers, Ah non, mais c'est beaucoup trop de problèmes. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu peux pas louer quelque chose très cher déjà. Donc, tu as plein de locataires. Plus tu as de locataires, plus tu as de problèmes aussi, potentiellement. Donc là, au moins, tu as quelques locataires. Et surtout, tu mutualises le risque. Parce que tu achètes des parts dans une SCPI, tu deviens un sociétaire. Tu vas avoir un parc de 200, 300, 400 biens qui vont verser des loyers au gérant. Et le gérant, toi, va te reverser ta cote-part des loyers. Et donc forcément, il va prendre ses commissions dessus. Forcément, c'est moins rentable que l'immobilier locatif. Mais ça te permet aujourd'hui, tu vois, les meilleures SCPI du marché, elles font 7%, 7,5% par an
avant impôt sans rien faire. Donc, tu peux même être payé mensuellement. Il y a des SCPI qui te versent les loyers tous les mois. Et tu peux faire du crédit aussi sur ça. Ah, tu peux utiliser ça pour faire un crédit. Tu peux faire du crédit immobilier. Tu peux dire, ta banque peut te prêter pour acheter de la SCPI. C'est assez difficile parce qu'elles aiment bien vendre leurs SCPI maison, qui sont pourris généralement. Par contre, tu peux faire un crédit conso. C'est pas intéressant en ce moment parce que le crédit conso, il est trop cher parce que les taux sont trop élevés. On en est où dans les taux là en ce moment? Écoute, là, en ce moment, on doit être à 3 et quelques, 3,5, tu vois, sur 20, 25 ans. C'est pareil, avant, on pouvait s'endetter à 30 ans, tu vois, à 35 ans, à 40 ans. Maintenant, c'est compliqué. Maintenant, tu vois, moi, j'ai essayé de faire du locatif. Là, on m'a dit 15 ans max. 15 ans max. 15 ans, ça fait un peu plus cher. Là. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, et souvent, ça, c'est aussi quelque chose que je vois, on me demande s'il faut. Est-ce que c'est mal de s'endetter longtemps? Ben non, c'est bien, parce qu'en fait, plus tu t'endettes sur longtemps, plus ta mensualité elle est basse. Et surtout que le montant ne change pas, mais l'inflation monte. Exactement, ton taux il est fixe. En France, on est dans un environnement de taux fixe, c'est génial. Par contre, c'est vrai que le coût de l'emprunt va augmenter parce que tu vas payer des intérêts plus longtemps. Au lieu de payer pendant 15 ans, tu payes pendant 20 ans. Donc les 50 plus, ils vont te coûter cher. Mais c'est pas très grave parce que toi, ce qui compte, c'est combien tu sors tous les mois de ta poche. Donc plus ta mensualité elle est basse, mieux ça se passe. Et en fait, même si les taux sont assez élevés aujourd'hui, tu vois, 3,5%, tu peux renégocier. Donc, en gros, dans tous les contrats d'emprunt, c'est indiqué que si les taux baissent en général de 0,8%, tu as le droit d'aller retourner voir ton banquier et lui dire on négocie. Je veux le même taux. Je veux le taux actuel. Okay. En fait, c'est comme si tu avais une option gratuite pour baisser ton taux. Et si ça monte? Ça monte, tu fais rien. C'est tant pis pour lui, tu vois. Je vais te raconter une petite histoire. Moi, maintenant, j'habite entre la France et le Canada. Donc, on achète là au Canada avec ma femme. Accroche-toi bien, tu sais combien ils sont les taux? Ils doivent être, je dirais, 8, quelque chose comme ça. Un peu moins, mais ouais, c'est ça. Et je peux te dire que ça pique. Ouais, ça pique. Ça pique. Bon, après, c'est l'américaine, donc c'est fixe 10 ans et ensuite on retruque. Mais parce que 8%, tu peux rapidement nous réexpliquer que 8%, c'est pas juste 8% sur le bien, mais c'est 8% par an, etc. Bien sûr, en fait, ça se cumule. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est le coût global de l'emprunt. Mais c'est pas très grave de payer des intérêts, parce qu'en gros, les intérêts, tu peux les déduire c'est des charges, donc tu peux les déduire de ton résultat. En fait, tu peux faire plein de choses. Et vraiment, le crédit, c'est un levier. C'est un super pouvoir. La réalité, c'est que pour s'enrichir dans l'immobilier, ce qui fait que ça marche, c'est pas de l'immobilier, c'est le levier. Et le crédit, il se trouve que le seul endroit où en France, c'est légal d'en faire et c'est facilement accessible, c'est l'immobilier. Si on pouvait faire du levier aussi facilement, si on pouvait avoir des crédits taux fixe 25 ans sur la bourse, mais mon ami, ça serait la folie. Ça serait génial. Personne ne ferait de l'immobilier. Pourquoi on irait s'emmerder? C'est trop compliqué, tu vois. Donc, tu vois, dans l'immobilier, tu as vraiment deux familles. Tu as l'immobilier physique, tu as l'immobilier papier. Et à toi de choisir. Après, tu peux aussi dire, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas, ni d'Adam ni d'Ève, de faire les deux options. Dans quel cas, c'est pas grave, tu restes locataire de ton bien et tu passes directement à la partie bourse. Et là, après, c'est mon dada, tu vois, la bourse. C'est, selon moi, ce qui est le plus sous-coté en France, qui est le moins bien compris, mais qui est le plus prometteur. La bourse. La bourse, c'est incroyable. Vraiment, c'est la plus grosse machine de création de richesse de l'histoire de l'humanité. Et elle est là, elle est accessible à tous. On peut tous devenir propriétaires de parts des plus belles boîtes du monde. Tout à l'heure, on parlait de Sora, le nouveau modèle d'OpenAI. OpenAI, ils utilisent des GPU NVIDIA. Tu peux aller là sur ton courtier, acheter des parts NVIDIA et devenir actionnaire tout de suite. C'est instantané. C'est génial. Ça n'a jamais été aussi facile. Ça n'a jamais été aussi facile. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on est à l'âge d'or de l'investissement. Tu vois, les barrières sont hyper basses. C'est juste que concrètement, les gens ne savent pas quoi faire. Tous les outils sont là, il faut juste les saisir. On rappelle qu'en France, historiquement, les chiffres sont comparés au Royaume-Uni où ils ont beaucoup plus d'actions, ils investissent beaucoup plus dans la bourse. En France, investir dans la bourse, c'est déjà un peu mal vu, c'est compliqué. Enfin, les chiffres, je crois qu'on est à 7 ou 8% des Français qui ont des actions vs un 12 ou 15% qui ont des cryptos quand même. Ouais. Il y a plein d'études qui circulent. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, c'est moins de 10% des Français sont actionnaires. Le chiffre, il est complètement biaisé en réalité parce que il y a plein de Français qui sont actionnaires via l'épargne salariale. Si tu bosses dans une grosse boîte, tu as un plan d'épargne entreprise. Si tu enlèves ça, franchement, on est à 3-4%. C'est ridicule. Les Américains, ils sont à plus de 45%. Pourquoi? 45%. Ouais, plus de 45%. Des foyers. Et la crypto, c'est lunaire. C'est genre limite un Américain sur deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'Américain, il n'a pas le choix. Il n'a pas de retraite. Il n'a pas de retraite. Donc, si il n'investit pas, plus tard, concrètement, il ne pourra jamais arrêter de travailler. Et d'ailleurs, l'employeur, il y a un truc qui s'appelle le 401k, qui est l'équivalent de notre assurance vie, on va dire. Et au Canada, il y a des systèmes équivalents. Ça s'appelle le 400. Hein. Voilà, tu vois. Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est l'employeur qui prélève directement sur ton salaire et qui investit pour toi. Et donc, c'est toi qui peux piloter ce truc-là. Et après, tu peux investir en plus, évidemment. Mais donc ça, c'est vraiment un réflexe qu'ils ont pris parce qu'ils ont une retraite par capitalisation.
En France, nous, on a un truc qui s'appelle la retraite par répartition. Et je sais pas si tu te souviens de Bernie Madoff, tu vois, Oui, bien sûr. qui était pendant longtemps un gérant adulé. En fait, voilà, c'était un ponte. En fait, c'était un Ponzi, ce truc-là. En fait, le système des retraites français, c'est un Ponzi. Pourquoi ? C'est un Ponzi légal. C'est un Ponzi parce que toi et moi, on cotise tous les mois Pour les anciens. pour les anciens. Donc, c'est les premiers qui sont rentrés, qui sont payés par les derniers. Voilà. Donc ça, la dernière fois que j'ai vérifié la définition, Ça c'est un Ponzi, oui. c'est un Ponzi littéralement. Le problème du Ponzi, c'est qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus personne qui rentre. Ceux qui sont rentrés au premier, on les paye plus. Quand on a créé ce système, c'était un système qui était hyper vertueux. Il y avait 4 actifs pour un retraité. Donc 4 personnes couvraient le salaire la retraite d'une personne. Aujourd'hui, on est aux alentours de 1,6 actifs par retraité. Donc il n'y a pas besoin de faire un dessin pour comprendre que la pyramide démographique s'est effondrée. En fait, on a beaucoup plus de personnes âgées que de jeunes qui rentrent dans le système. Et donc, tu vois, souvent, quand on parle de l'immigration, etc., en réalité, l'immigration, alors évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais l'immigration, c'est une chance parce que ça permet d'avoir plus d'actifs qui vont créer de la richesse. Nous, on a un vrai problème sur ça. Donc, ce système-là, en fait, il nous a forcés, ou il nous a quelque part désensibilisés aux besoins de gérer notre argent, parce qu'on est parti du principe que, de toute façon, c'est l'État qui gère. Voilà, c'est tranquille. Ça viendra. Le problème, c'est que l'État n'est pas un bon gestionnaire. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans un système des retraites qui est en grande difficulté, qui nous coûte une fortune. C'est une très grosse partie de notre PIB. C'est à peu près 50, je ne vais pas dire n'importe quoi, je crois que c'est 50 milliards par an qui partent dans les retraites. D'ici quelques années, d'ici 2028-2029, ce sera 85 milliards. Ça, c'est que pour payer les retraites. Tu vois. Enfin, c'est complètement lunaire. Donc, ce système-là, vu qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont partir à la retraite, va être complètement déséquilibré. Et donc, à un moment, ça va imploser et donc on changera et on passera sur un système de retraite par capitalisation. Donc ceux qui auront pris les devants et qui auront commencé à investir pour eux, ils auront un vrai avantage. Donc il faut se prendre en main et je pense que l'État a un vrai rôle à jouer là-dedans parce que malheureusement, on nous a habitués à un système qui n'encourage pas l'investissement. Aux États-Unis, les États-Unis ont plein de défauts par ailleurs. Tu vois, c'est un pays, c'est vraiment marche ou crève. Et ben, ça les force à le faire. Et tu l'as dit, Royaume-Uni, c'est pareil. La Suisse, je pense pas que les gens pensent à la Suisse comme un pays qui est le Far West, tu vois. Non. Pourtant, en Suisse, c'est exactement pareil. Ok. Tu investis, tu as un truc qui s'appelle le 4e pilier, 3e pilier. Enfin, c'est toi qui prends tes finances en main. Pour plus tard. Il y a une anecdote assez marrante, c'est quand tu ouvres un compte bancaire en Suisse, on te donne automatiquement un compte titre. C'est bien. Ce qui est bien. Ça montre que, tu vois, on part du principe que ça va ensemble. Mais parce qu'ils peut-être ils sont un peu plus éduqués financièrement. Ils sont très éduqués financièrement. En France, si tu veux avoir un compte titre, il faut appeler la banque, ils vont dire pourquoi vous voulez faire ça, je sais pas quoi. Donc, c'était poussiéreux pendant longtemps. Là, je pense que c'est complètement en train de changer parce qu'il y a un instrument qui a vraiment complètement bouleversé la façon dont on envisage l'épargne. Et ça, c'est les ETF. Les ETF, on va en parler. Quel âge tu as ? Excuse-moi, Mounir. 34 ans. Est-ce que tu penses que tu vas avoir une retraite ? Non. Franchement, ceux qui pensent avoir une retraite aujourd'hui, qui ont moins de 35 ans, il faut se réveiller là. C'est fini. Il n'y aura pas de retraite pour nous. Ça, c'est un fait. Donc, ça veut dire que nous, on paye des cotisations pour rien, ce qui est dommage. C'est de l'argent investi en moins. C'est de l'argent investi en moins, exactement, qu'on pourrait mieux mettre au travail et quelque part s'assurer un avenir, et pas qu'à nous, d'ailleurs à nos proches aussi. Et donc ça montre que c'est d'autant plus important qu'il faut qu'on se prenne en main. Tu vois, faut qu'on se prenne en main. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas très compliqué. Tu vois. Je suis d'accord. Et il y a des applications comme Finari qui aident. Il y a des applications comme Finari, mais encore une fois, tu vois, l'important c'est pas de partir tête baissée, mais c'est de prendre le temps de bien comprendre ce qu'on fait. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a créé la chaîne, et c'est pour ça qu'on balaye beaucoup de sujets. La Très crypto. bonne chaîne d'ailleurs, des vidéos superbes à chaque fois. Merci. Et on essaie vraiment, tu vois, de donner un regard objectif, très sérieux, très carré et clair sur des sujets qui sont très variés, mais qui touchent tous au patrimoine. Moi, je vends pas, j'ai pas de formation à vendre, j'ai pas de méthode miracle. Il n'y a pas de méthode miracle en fait. Bien investir, c'est long, c'est plutôt ennuyeux parce qu'il se passe pas grand chose en réalité. Ouais. Mais c'est ça qui marche, c'est le DCA, le long terme, les intérêts composés, c'est limiter le frottement fiscal, la patience, acheter quand c'est bas. Enfin, c'est des trucs de base, tu vois. Mais ça, je pense que vu que l'éducation nationale a décidé de ne pas nous donner ce petit bagage, je pense que ouais, moi, j'ai mon rôle à jouer là-dedans. Et donc, j'apporte la pierre à l'édifice via l'appli, via la chaîne. Et après, le but, c'est que chacun aussi évangélise en interne, tu vois. Nous, nos parents ne l'ont pas fait. Je pense qu'on peut le faire auprès de nos amis, on peut le faire auprès de nos enfants. Et tu vois, c'est comme ça qu'on... Petit à petit, changer les générations, les éduquer. Mais je vois les gens qui sont vraiment très jeunes, qui ont 18, 19 ans, ce qu'ils font maintenant. C'est une folie. Mais c'est une folie et ça me donne vraiment
déjà, c'est très inspirant de voir ça. Et ça me fait être très confiant en réalité sur l'avenir de notre pays parce que les jeunes générations ont beaucoup mieux compris ce qu'il fallait faire et ne pas faire que nous. Et donc, ils sont en train de vraiment complètement changer la perception de l'argent. L'argent, c'est un tabou en France. C'était un tabou en France. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Ah, ça ne l'est plus du tout. Ça ne l'est plus. Il faut arrêter ce tabou. Tu vois, moi, on m'a dit, les Français ne veulent pas parler d'argent. Donc, ça marchera jamais ta chaîne. Enfin, de toute façon, tout ce que j'ai fait dans ma carrière, on m'a dit ça marchera jamais. Donc, ça, c'est un bon booster. C'est un bon booster, ouais. La chaîne, on m'a dit ça marchera jamais parce que ça les intéresse pas. Bon, bah, spoiler, 20 millions de vues plus tard, 250 000 abonnés. Je pense que ça intéresse quelques personnes. Et en fait, on va dire, ouais, mais ça intéresse les hommes riches. Non, ça intéresse des femmes, ça intéresse des jeunes, ça intéresse des étrangers. Même, il y a plein d'étrangers. Des moins riches, des trucs. Tout le monde, en fait. Des médecins, des gens qui sont étudiants. Littéralement, tu prends la population générale, c'est ces gens-là que ça intéresse. Donc, c'est juste que les médias traditionnels traitent le sujet, mais même pour la crypto, je veux dire, la crypto, c'est un gag presque, toujours sous des angles très infantilisants, très simplistes, tu vois, c'est toujours clivant, c'est les pauvres, les riches. L'État, c'est bien, le capitalisme, c'est mal. En fait, il y a plus de nuances, tu vois, que ça. Donc, je pense qu'il fallait une autre voie, et il y a plein de chaînes spécialisées, tu vois, tout à l'heure, j'étais avec Owen de la chaîne Asher, qui est génial. Il est incroyable. Lui, il est vraiment sur sa niche, il y en a plein qui sont sur d'autres niches. Nous, on voulait tout balayer pour qu'on puisse avoir vraiment le kit qui permette de gérer son patrimoine de façon globale, holistique. C'est ça ce qu'on fait. D'ailleurs, j'en profite, mais en parlant d'Owen, n'oubliez pas qu'on l'a reçu en CryptoDrinks, donc je vous invite à aller regarder la vidéo. J'ai une capacité d'épargne. Comment est-ce que je peux la grossir sans vraiment aujourd'hui changer sans avoir la capacité de changer d'emploi ou de grossir mon salaire? Comment je peux avoir des petites astuces qui vont me faire économiser pour investir? Ça, là, c'est la thématique du budget, elle est clé, tu vois. C'est assez marrant. Là, j'étais aux États-Unis et je demandais à des gens, vraiment, tous les gens que je croisais, je leur demandais leur rapport à l'argent et dans quoi ils investissaient. C'était lunaire, tu vois. Tout le monde faisait un budget. Tout le monde. Je parlais à des banquiers de Wall Street et des gens qui étaient des petits start-upers qui n'avaient pas un rond. Tout le monde faisait un budget. Tout le monde avait une vision très claire de son net worth, de son patrimoine, alors qu'ils n'ont pas encore finari. Et tout le monde investissait, surtout dans les ETF et dans les actions américaines. C'était vraiment les deux choses qui se dégageaient. Donc, comment tu peux dégager plus de capacité d'épargne? Et tu as raison, c'est exactement la question qu'il faut se poser. C'est comment je peux faire pour épargner plus? Tout à l'heure, on parlait du taux d'épargne des Français, 17%. Toi, on donnait un exemple à 20%. Tu peux monter à 30, 40, 50%. En fait, chaque pourcent gagné, c'est quelque part, tu te prives un peu maintenant pour gagner beaucoup dans le futur. Bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui marche généralement, ça. Donc, il y a plein de façons de faire. Mais après, il faut voir à quel point tu as envie de te priver aussi. Exactement, il ne faut pas aller trop loin. Il y a un mouvement qui s'appelle le FIRE, qui est assez connu. C'est chaud, ça. Ça, c'est les gens, en gros, ils ont décidé que eux, leur but, c'est d'arrêter de travailler le plus vite possible. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent des pâtes. Ils épargnent généralement 50% ou plus de leur salaire. C'est plutôt des salaires qui sont importants. Le FIRE, tu peux pas le faire si tu es au SMIC, ça marche pas. Juste, spoiler, ça ne marche pas. Il faut gagner minimum 3 000 euros par mois. Minimum. Plutôt 5 000. Et là, ça peut marcher, mais tu te prives avant. Et une fois que tu es indépendant financièrement, en fait, tu vas toujours un peu compter les centimes. Et donc, moi, c'est pas trop ma façon de faire, mais il y a plein de variations du FIRE, le barista FIRE, il y a plein, le fat FIRE, etc. Il y a plein de FIRE. Il y a plein de FIRE différents parce qu'en fait, les gens ne se retrouvaient pas dans ce concept qui était vraiment très minimaliste et très dur aussi psychologiquement à gérer. Et surtout, si tu as une famille, enfin, tu vois, tout le monde n'a pas forcément. Tout le monde n'a pas envie de te priver. Tout le monde n'est pas dans le délire, tu vois, de que manger des pâtes. C'est quand même un peu pénible au bout d'un moment. Donc, t'es pas FIRE, mais tu as envie d'aller chercher peut-être 5 points de plus sur ton taux d'épargne. Bah, le premier truc à faire, c'est de regarder tes dépenses. Parce qu'en réalité, c'est là que tu vas pouvoir agir. Si tu peux pas agir sur la composante de salaire, il faut que tu agisses sur la composante de dépenses. Et ce qu'on voit sur Finari, c'est en moyenne, un Français, ça a à peu près 10 abonnements. Tu vois, 10 abonnements par mois. 10 abonnements par mois. Et il y a 40% des abonnements qui ne sont pas utilisés. Donc en fait, tu payes pour rien. Donc 4 abonnements. 4 abonnements, on va dire, c'est 10 euros, tu vois. Donc il y a potentiellement 40 euros à aller chercher. 40 euros, ça fait 500 euros par an. Bah, 500 euros par an sur 30 ans à placer dans un placement à 10%. Enfin, tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. C'est vraiment, c'est des petits montants comme ça, mais mis bout à bout, ça fait vraiment des montagnes. Et donc, on a développé un truc qui est assez marrant, qui scanne tes abonnements et qui scanne tous tes paiements, parce que tu peux connecter tes comptes bancaires. Tu connectes ton compte bancaire directement. Tu connectes ton compte bancaire, c'est sécurisé, etc. Et après, ça va t'analyser toutes tes dépenses. Et aussi d'ailleurs tes rentrées d'argent, mais ça va surtout te scanner tes paiements récurrents, donc tes abonnements, mais tous les trucs que tu payes de façon récurrente. Donc moi, ton café au Starbucks, ton truc, etc. Tout. Faut qu'on en parle du café au Starbucks, c'est une très mauvaise idée si vous en prenez un tous les jours. Le café au Starbucks, c'est un peu il y a tout un mème autour de ça aux États-Unis. Mais tu vois, moi j'ai découvert que un paiement récurrent pour moi, c'était le coiffeur. Alors c'est bête, mais en fait, c'est 40 euros. Et du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que j'ai vraiment envie de me coiffer? Ouais, a priori, ça va. Donc j'ai pas remis en question le coiffeur. Mais il y a plein de paiements récurrents. Et je me suis rendu compte que, tu vois, j'avais, par exemple,
2 box, parce que j'ai plusieurs appartements, et j'ai payé 2 abonnements, enfin 2 box sur le même appartement locatif. Et forcément, le locataire, il en sait rien, parce qu'il y a une qui doit être dans un placard, il n'a pas regardé. Donc j'ai détecté ça comme ça. Et donc là, on te donne juste un outil qui te permet de visualiser ça très vite. Et quand on est très assidu sur le budget, on va se dire, mais c'est facile. Mais la plupart des gens ne sont pas du tout assidus. Et donc on découvre des trucs qui sont lunaires, on a des retours d'utilisateurs qui sont assez drôles. Donc le scanner d'abonnement, c'est vraiment une bonne façon, mais de façon générale, surveiller son budget, c'est hyper important. Et donc, tu peux le faire sur Finari, tu peux le faire sur un Excel, peu importe, j'ai envie de te dire, fais-le là où ça te plaît, mais regarde. Moi, je ne suis pas du genre à pointer transaction par transaction et à me dire, attends, j'avais prévu de dépenser 100 € là-dedans, dans cette catégorie. C'est quoi ces 30 € là? Non, je ne suis pas non plus à ce niveau-là. Mais par contre, je vais regarder les grandes masses. Et tu vois, il y a un modèle de pensée que j'aime bien, c'est le 50-30-20. 50% pour tes besoins essentiels, donc te loger, te nourrir, juste, tu vois, pour vivre, en gros, donc pour survivre. Pour survivre. 30% pour vivre, donc pour profiter. Tu vas voir tes amis, on va boire un café tout à l'heure au Starbucks. Tu vois, on paye 8 € pour un matcha, latte, je sais pas quoi, pumpkin. Ça va nous coûter 8 €. Ça, c'est du plaisir. 30% pour ça, c'est important quand même. Et 20% pour investir. Mais du coup, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu peux dire 30% pour investir, du coup que 20% pour les... Tu le fais tu le modules comme tu veux. Mais toi, c'est ce que tu conseilles, 50-30-20. Ouais, c'est un modèle qui marche bien. Et en fait, j'ai vu tellement de personnes qui débutaient et j'ai vu que quand même, ça s'insérait quasiment dans tous les cadres. Et généralement, les gens commencent à 20 et en fait, ils se disent, moi, j'ai pas besoin de 30%. Je peux me mettre à 25. Je peux me mettre à 30% d'épargne. Et il y a un petit hack qui est vraiment simpliste, mais qui est hyper efficace, c'est que tu ne peux pas dépenser l'argent que tu ne vois pas. Historiquement, ce qu'on faisait, c'était le système des enveloppes. On mettait de l'argent dans des enveloppes. Chaque enveloppe était consacrée à une catégorie de dépenses. Et quand l'enveloppe était vide, tant pis, tu ne pouvais plus dépenser. Tant qu'il y ait de l'argent qui revienne. Voilà. Bon, ça, c'était en 1950. Il y a peut-être un peu mieux à faire. Aujourd'hui, plus personne a du cash. Sur TikTok, tu le vois. Tu les vois passer les enveloppes des gens. Mais c'est un système qui est hyper efficace parce que ça marche. L'autre système que tu peux faire, c'est que tu touches ton salaire le 1er du mois. Le 2 du mois, tu fais des virements automatiques. Directement. Mais vraiment, tu les mets en place, tu fais des virements récurrents vers ton DCA crypto, ton DCA ETF, tout ce que tu veux, tu vois. Et c'est comme ça que tu épargnes. Moi, j'ai un virement automatique vers mon DCA crypto. Cet argent, je ne le vois pas. Et en fait, tu vas voir que naturellement, c'est comme une valise. Si je te donne une grande valise, tu vas trouver des trucs à mettre dedans. Je te dis, c'est valise cabine ou rien, comme par miracle, ça va rentrer au chausse-pied, mais ça va quand même rentrer. C'est vraiment la théorie de la valise adaptée à ton argent. Donc, il faut faire des virements automatiques et l'argent, plus il part vite sur un compte d'épargne, mieux tu vas vivre, même si tu t'es un peu privé. Moi, là-dessus, je dis un truc souvent, c'est que, pareil, donc c'est ce que je fais, mais je le dis de manière, je me paye d'abord et ensuite je paye le reste. C'est vraiment la priorité, c'est effectivement PEA, compte titre, en crypto quand ça doit partir en crypto, mais direct, je reçois le virement, ça part direct. Et au moins, je sais que cet argent-là, tu peux pas le dépenser. C'est littéralement la formule que j'utilise dans le livre. Tu vois, c'est pay yourself first. Ah bah. Et c'est exactement ça. Parce que, oui, encore une fois, tu te prives aujourd'hui. Enfin, tu te prives même pas, parce qu'a priori, ça te manque pas. Mais tu pourrais dépenser cet argent aujourd'hui, mais en fait, c'est pour en faire plus demain. Et ça, c'est puissant. Tu nous disais donc le budget, c'est ce qu'on vient de voir, là, le budget. Et aux États-Unis, c'est comme ça. Ils sont tous comme ça. Ils ont tous un budget, un chiffre. Accros au budget. Ils sont tous le 50-30-20. FIRE, c'est hyper populaire. La méthode tu vois, on parle souvent d'Elizabeth Warren, je sais pas, c'est la sénatrice. C'est elle qui a inventé la méthode du 50-30-20. Sérieux? Donc, elle n'a pas que dit des conneries, cette gentille dame. Oui, parce qu'en crypto, on l'aime pas beaucoup. Ouais, c'est pas terrible. Mais elle a fait des trucs smart. Et donc, ça, notamment. César ce qui appartient à César. Ouais, exactement. Faut lui rendre. En l'occurrence, faut rendre à Elisabeth cette bonne idée. Et ça, c'est assez standard. Et donc, les Américains aiment bien budget. Encore une fois, parce qu'ils en ont le besoin. Parce que plus ils épargnent, plus ils assurent leur retraite. Et ce que tu vois quand même, c'est que les Américains gagnent en moyenne beaucoup plus. En France, en gros, il y a eu un décrochage assez phénoménal dans le PIB par habitant dans les années 80 entre nous et les Américains. Donc, on était à peu près à égalité. Et dans les années 80, en fait, les Américains se sont envolés. Et nous, on a stagné. Alors, tu regarderas ce qui s'est passé politiquement en France. Je ne vais pas te faire de dessin. Et depuis, on n'a jamais rattrapé ce retard. Est-ce que c'est les années 80, à partir du moment où ils ont arrêté l'or oui, ils ont dérégulé à fond. Et nous, on a eu Mitterrand. Et donc, c'est vraiment... en fait, c'était 2 salles, 2 ambiances. Et il y a des trucs très bien en France, tu vois. Mais encore une fois... on a gardé le Minitel. Voilà, exactement. On a failli inventer Internet, tu vois. C'est très intéressant. J'aurais préféré qu'on prenne 2 heures pour le faire, l'interview, Mounir. Prochaine fois, épisode 2. Quand le Bitcoin sera à 1 million, on fera épisode spécial. C'est quand Bitcoin à 1 million d'après toi? Si tu devais... T'as pas de boule de cristal, il n'a pas de boule de cristal. Si vraiment tu devais juste envoyer une fléchette comme ça. Très bonne question. Je dirais dans 10 ans. Ouais, c'est dans ça. 10 ans, tu vois.
Avant, ça me paraît tôt, mais je suis d'accord avec ça aussi. Je pense qu'on va être dans un phénomène, ça va accélérer, il va y avoir des grosses corrections. Et ça, c'est vrai pour Bitcoin, pour n'importe quel actif. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Des gens qui vous disent « j'ai fait une analyse technique, il va se passer ça », c'est faux. Personne ne sait ce qui va se passer dans 1 minute. Donc, arrêtez de chercher ce qui va se passer demain. On n'a jamais su dans l'histoire de l'humanité ce qui va se passer demain. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas correctement investir. Donc, je ne sais pas quand le Bitcoin ira à 1 million, mais je pense que fondamentalement, il a des chances d'y aller. Donc, j'en ai. Voilà, c'est tout. Est-ce que via Finari, donc vous allez avoir énormément de data, est-ce que vous observez des tendances dans le comportement des investisseurs? On voit une tendance qui est hyper forte, et c'est peut-être le moment d'en parler, du coup, c'est l'investissement en bourse. Le plus simple, c'est soit d'acheter des actions, soit d'acheter des paniers d'actions. Les ETF? Des ETF. Donc, en fait, c'est acheter un ETF, c'est un fonds coté en bourse, donc il s'échange comme une action. Tu peux l'acheter, tu peux le vendre pendant les horaires d'ouverture du marché. Et cet ETF, il va avoir un but, c'est répliquer l'indice, ou un indice, tu vois, le S&P 500, le Nasdaq 100, le CAC 40, vous avez peut-être déjà entendu CAC 40, le MSCI World. Et les indices, c'est comme des playlists, voilà, c'est les 100 plus grosses boîtes d'un pays. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que c'est des playlists qui sont mises à jour. Donc les 100 plus grosses boîtes d'il y a 10 ans, c'est plus tous les mêmes qu'aujourd'hui. Et donc, en achetant un ETF, quelque part, on a un phénomène qui s'appelle le phénomène auto-nettoyant, puisqu'en fait, on va sortir automatiquement. En fait, le fournisseur de l'indice va sortir automatiquement les boîtes qui ne sont plus à la page et va faire rentrer des boîtes qui, au contraire, sont en train d'innover. Donc, typiquement, Tesla a été rentré dans le S&P 500 récemment, il y a quelques temps. Et ben toi, si tu as un ETF S&P 500, automatiquement, tu as les 500 meilleurs. Voilà, on a dégagé un truc et on a mis du Tesla à la page. Je pense que c'est pas une boîte qui a un mauvais choix, tu vois. Et donc, ça, c'est vraiment une façon très simple d'y exposer. Et donc, ce qu'on voit sur Finari, c'est qu'aujourd'hui, en grande majorité, les gens qui investissent en bourse, full ETF. Et ce qu'on voit aussi, et ça, c'est un peu plus inquiétant en réalité pour nous, Européens, c'est que sur les 20 ETF les plus populaires auprès de la communauté Finari, quand même 450 000 investisseurs en France, il y en a exactement un qui réplique l'Europe, un indice européen, et en l'occurrence le CAC 40. Et c'est le 20e du classement. Tous les autres, ils répliquent des indices américains. Donc le S&P 500, le Nasdaq, le MSCI World évidemment, qui est en gros l'ETF qui réplique les 1600 plus grosses sociétés mondiales. Donc là, vous avez tout simplement tout. Vous avez États-Unis, Europe, Japon, les pays développés. Tu as les marchés émergents aussi. Et donc ça, c'est inquiétant. C'est-à-dire que c'est inquiétant et une bonne nouvelle. C'est-à-dire que, bonne nouvelle, ils ont compris que la performance américaine était meilleure que la performance des marchés européens. Historiquement, le marché européen, c'est à peu près 8%, 8,5% par an. La bourse américaine, c'est 10%, je le disais un peu plus tôt. Donc, ça, c'est bien. La mauvaise nouvelle, c'est que du coup, les capitaux partent là-bas. Donc, leurs entreprises valent de plus en plus cher. Et nous, on se retrouve un peu laissés sur le carreau. Exactement. Et on a des boîtes aussi qui sont un peu à notre image. Tu sais, on dit souvent l'Amérique innove, la Chine copie, l'Europe régule. Le problème, c'est que l'Amérique innove toujours. La Chine, en fait, ils copient plus vraiment. Maintenant, ils innovent aussi. Maintenant, ils innovent aussi parce qu'en fait, tu vois, ils se sont dit à un moment, tiens, on va faire du train, on va faire des TGV. Des résultats, ils ont le plus gros réseau de TGV au monde, enfin de trains à haute vitesse. Et ils ont créé un constructeur qui aujourd'hui est beaucoup plus gros qu'Alstom. Ils se sont dit, bah tiens, on va faire des voitures électriques. BYD aujourd'hui, c'est en train d'arriver très fort. C'est énorme. Partout, tu vois. Les constructeurs chinois de voitures. Ils sont trop forts. Ils sont en train de rouler sur tout le monde. Ils sont en train de rouler littéralement sur tout le monde. Et donc, ils copient plus vraiment. Par contre, nous, on régule. On régule. Nous, on est très bons pour ça. Dans le doute, on régule, tu vois. Et tout à l'heure, j'avais un débat sur est-ce qu'il faut réguler les influenceurs. Et en fait, j'ai envie de dire, mais attendez, mais faut qu'on arrête de raisonner en vase clos comme si on était, nous, un pays isolé des autres pays. En fait, il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi nous, on veut toujours inventer un truc? Et donc, l'Europe, aujourd'hui, c'est une chance, mais il faut qu'on se mette tous en randonnion et qu'on marche dans la même direction. Tu vois, il y a un truc assez marrant, et je digresse un petit peu, mais c'est assez drôle. C'est le président du Conseil européen qui est un personnage extrêmement puissant parce que le Conseil européen, ça réunit les 27 présidents ou premiers ministres des 27 pays membres. Et bah, tu sais qui élit cette personne? C'est tous les 6 mois, ça change, non? Il y a une fréquence assez régulière, mais c'est pas nous. C'est les présidents qui le choisissent. Ils se choisissent entre eux. Entre eux, derrière des portes closes. C'est quand même bizarre, tu vois, c'est pas très démocratique. Donc, il y a des trucs fondamentaux, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent pas vraiment européens parce qu'ils peuvent pas tout simplement élire, ou ils élisent des députés, ils savent pas vraiment à quoi ils servent. Et en plus, on ne marche pas dans la même direction. Donc. Mais par contre, on pourrait le faire, tu vois. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur Finari, c'est les investisseurs Finari, ils sont full ETF et full ETF S&P 500. J'imagine que tu n'as pas l'ETF, le 20e ETF Europe. J'en ai pas. Moi, je fais du stock picking de temps en temps. Ce que je dis d'ailleurs souvent, c'est sur mon PEA. J'ai un PEA pour faire... le PEA, c'est vraiment l'enveloppe de base pour investir en bourse quand on débute. C'est la meilleure enveloppe. ETF, 90%. Si vous voulez absolument faire du stock picking, faites 10% de stock picking. Et là, vous pouvez uniquement acheter des valeurs européennes, mais vous pouvez vous faire plaisir. Donc, typiquement, je peux le dire aujourd'hui, moi, j'ai LVMH, Hermès et ASML.
Donc On va luxe bien s'entendre. et semi-conducteur, tu vois. Enfin, c'est même pas semi-conducteur, c'est la machine qui fabrique les machines pour fabriquer des GPU et tout, donc enfin, des circuits imprimés. Donc c'est génial. Mais voilà, après, j'ai conscience que sur cette partie stock picking, choix des titres, je vais probablement sous-performer le marché, mais c'est mon petit plaisir. C'est pour ça que c'est 10%. Tu fais quelque chose sur ta chaîne, Mounir. Tu t'analyses un peu les portefeuilles et les patrimoines des gens. On va le faire aussi à l'inverse, un peu plus rapidement. De toute façon, c'est des vidéos de 20-30 minutes que je vous conseille d'aller regarder parce que c'est super, super bien et super expliqué. Et on apprend plein de choses. Et super varié, tu vois. Il y a des, Super il y a varié, des ouais. petits Il y a investisseurs, de des gros tout, investisseurs, et- des gens qui font n'importe quoi, des gens qui sont trop forts, des joueurs de foot. D'ailleurs, il y a Shubham qui te salue. Il y a Shubham qui est passé, il y a Guillaume qui est Moubèche passé. qui est passé, il y aura d'autres gens connus qui sont passés. J'ai analysé le patrimoine de Gabriel Attal, notre ancien Oh, Premier ministre. ça, Donc, je l'avais pas vu passer. Bah, tu ouais, sais, assez marrante. Très, très stylé. Euh, Je vais te parler de moi rapidement et tu vas me dire ce que tu en penses. aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, je suis crypto, je suis très crypto, j'ai une proportion crypto qui est plus que la normale. J'ai un matelas de sécurité. Je dois être 70% en crypto. S&P 500 uniquement sur du PEA, S&P 500 et un peu de stock picking, pareil que toi. LVMH aussi, parce que voilà, ça me fait plaisir. Et un peu d'IMO qui représente peut-être 30%. Qu'est-ce que tu as envie de me dire quand je te dis ça? C'est quoi ton objectif? Mon objectif d'être serein, de pas être pressé, de pouvoir faire ce que je veux quand je veux le faire, de pas être bloqué. En crypto, il doit y avoir 20% qui sont bloqués, mais le reste, sinon, c'est du Bitcoin. C'est de pas être pressé et de pas, effectivement, de bien dormir la nuit. Moi, je pense que sans avoir plus de détails, le volet le plus important pour l'optimisation dans ton cas, qui est entrepreneur, c'est la partie pro. Parce que quand tu investis en tant que personne, tu vas toujours finir par soit payer la flat tax, 30%, soit payer des impôts sur le revenu. Et ce qui rapporte le plus à l'État en France, c'est l'impôt sur le revenu. C'est vraiment là où on tape le plus fort. Bien sûr. Et on tape de plus en plus fort. Tu vois. On a le taux de prélèvement plus élevé Le d'Europe. plus élevé d'Europe. Une horreur. Par contre, si tu investis via une société, une holding par exemple, une holding c'est juste un mot pour. Ça peut être une SAS, ça peut être une URL, une SARL, peu importe. Bah là, tu es à l'IS, l'impôt sur les sociétés, qui est à 25% et tu as même un taux réduit. Donc, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est si vous avez la chance d'être entrepreneur, eh bien, réfléchissez à 2 fois avant de vous verser un salaire. Est-ce que vous ne pouvez pas plutôt investir directement avec la société? Ta société peut acheter du Bitcoin. Elle peut aussi Elle en a, avoir, d'ailleurs. elle peut avoir un compte titre. Elle peut avoir un contrat de capitalisation qui est l'équivalent de l'assurance vie en gros. Elle peut avoir une SCI qui elle-même détient des biens immobiliers. Donc en fait, tu peux faire plein de choses. Et d'ailleurs, si ta société est rentable, tu vas pouvoir aller voir la banque et tu vas dire regardez monsieur, je gagne de l'argent, j'ai des bilans. Donc vous allez me prêter basé sur ces bilans. Ils vont dire avec grand plaisir. Et avec ça, tu peux acheter de l'IMO. Donc le mieux, c'est si tu as la société, c'est comme un panier. Si tu as de la chance d'avoir de l'argent dans ce panier, ne le sors pas. Ne verse pas de Laisse-le salaire. dans la société. Garde-le dedans et fais travailler cet argent. Et c'est comme ça qu'en fait, tu peux t'enrichir encore plus parce que tu contrôles le salaire que tu te verses. Si tu es salarié, tu ne peux pas contrôler combien on te verse tout en salaire. Ouais. Toi, tu peux te verser un dividende. Tu peux décider d'investir autrement. Toi, Donc ça, c'est une vraie chance. Donc aujourd'hui, si vous êtes typiquement auto-entrepreneur, bah, réfléchissez quand À faire même une SAS. à faire une vraie société. Il faut bien regarder les statuts en fonction de ce que vous voulez faire, etc. C'est pas très compliqué. Vous pouvez le faire sur des sites. C'est hyper simple. Mais ça, c'est vraiment l'astuce, je pense, qu'on sous-estime. C'est passer par une société. passer par une société. Ça, c'est Parce que beaucoup. ça fait peur, il faut ouvrir la société, il faut faire le comptable tous les mois, Bien sûr. les bilans, la TVA, etc. De base, ça fait peur, mais c'est aussi effectivement quelque chose que je conseille fortement, c'est de commencer avec une holding ou déjà, du moins passer par une Et je prépare une vidéo sur les holdings, tu vois, et c'est un sujet de fond, mais il y a déjà plein de contenus qui sont vachement bien. Et comme tu l'as dit, c'est un peu pénible. C'est de la paperasse en plus, mais c'est un Et c'est nouveau... 25%, tu sais. Exactement. T'as Et pas le de jour où surprise. l'IS saute, alors là, mon ami, ça sera vraiment Ouais, la on sera guerre content. civile parce qu'en fait, tu tapes toutes les sociétés, LVMH ou le boulanger du coin, tout le monde Tout le monde prend. tout le monde prend. Donc tu peux pas faire ça parce qu'en fait déjà qu'on est vraiment surchargé d'impôts, ce serait vraiment taper très fort sur le moteur de l'emploi parce que concrètement c'est Bah. pas l'État emploie des gens mais c'est surtout les entreprises qui emploient des gens. Donc l'IS est beaucoup plus sûr comme impôt que l'impôt sur le revenu. Écoute, je pense que c'est une très bonne manière de terminer cette interview. Mais juste avant ça, on a un petit jeu. On fait un petit Battle Royale. Est-ce que tu connais le concept des Battle Royale? Yes. Ok. Call of, Fortnite? Plutôt Call of, ouais. Je vais te poser des questions, je vais te mettre des actifs en face à face et tu vas me dire ce que tu veux garder. Solana ou Ethereum? Ah, difficile. Il Franchement, faut en choisir un. franchement Solana. Dodge ou PP? Ah, PP. LVMH ou Nvidia? Nvidia. Tesla ou Microsoft? Tesla. ETF Gold ou ETF Bitcoin? ETF Bitcoin. ETF immobilier ou ETF matières premières? ETF immobilier. Carte Pokémon ou NFT Bored Ape Yacht Club? Carte Pokémon.
Montre ou voiture de luxe? Les deux. Il en faut une. Il en faut une. Montre, plus facile à stocker. Solana ou PP? Allez, je garde Solana. Donc tu gardes Nvidia ou tu gardes Tesla? Je garde Tesla. ETF Bitcoin ou immobilier? ETF immobilier. Bitcoin. Facile. ETF Bitcoin. Carte Pokémon ou montre? Montre. Et tu as compris le principe. On continue d'enchaîner. Solana ou Tesla? Tesla. Oh. Pourquoi? Parce que j'ai une thèse sur Elon Musk. En gros, personne ne bat Elon Musk. C'est un dingue. Et je pense que Tesla pourrait être la société la plus cotée de l'histoire de l'humanité. Donc je suis très très bullish Elon Musk. D'ailleurs, tu me diras, j'aurais pu être long Dodge, mais je suis bullish Elon Musk et je trouve que pour s'exposer à Elon Musk, je préfère acheter du Tesla. Ou d'ailleurs peut-être du SpaceX quand ce sera coté. Bien sûr. ETF Bitcoin ou montre? Je vais te la faciliter. Bitcoin ou montre? Ouais, Bitcoin, pas de doute. Et pour terminer, donc Tesla ou Bitcoin? C'est qui le gagnant de la pyramide de... Vu qu'on est sur une chaîne crypto, je suis obligé de dire Tesla quand même pour un peu sortir du lot. Ouais, histoire d'embêter les gens. Histoire d'embêter les gens, parce que vraiment, je le dis, je le répète. Il est fou, Elon Musk. C'est un fou. Il a un espèce de plan. Pour l'humanité entière, c'est une dingue. Pour l'humanité avec Mars, etc. Et on peut l'aimer, on ne peut pas l'aimer. Il fait des choses qui sont très border. Mais si quelqu'un arrive à aller sur Mars, ce sera lui. Ouais. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui est quand même assez inspirant. Et donc moi, j'ai envie de parier sur lui. Tesla gagnant. Mounir, merci beaucoup. C'était un super moment avec toi. Merci Benjamin. Vous pouvez retrouver Mounir donc, sur sa chaîne Finari. Vous pouvez retrouver l'application Finari sur l'App Store, l'Android Store, j'imagine. Android Store, finari.com. Ah, voilà, sur Internet, ce que j'allais dire directement. Son livre aussi, on vous met le lien en description. Merci d'être resté jusque-là. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner, mettre un petit like et surtout activer la cloche parce qu'on a beaucoup de vidéos qui sortent là en début d'année. Ça va être très sympa, faites-moi confiance. J'en profite aussi pour remercier notre sponsor Realty et je vous dis à très vite. Mounir, merci. Merci Benjamin.